nouveau webinaire dédié à l'engagement des sous-traitants au travers de la certification Calliope. Ce webinaire est dédié aux managers d'organismes de formation qui ont recours à des formateurs sous-traitants. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure, 1 heure et demie. L'objectif pour vous est d'avoir une compréhension complète de ce sujet qui parfois peut sembler complexe. Donc, on est là aujourd'hui avec François et Jacques que je vais inviter à se présenter dans les slides suivantes pour cet événement. Alors, je vous partage 4 gestes succès à assurer pour la compréhension d'un webinaire dans les meilleures conditions. Le premier geste est de couper votre téléphone ou à minima de le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries et les notifications. Le deuxième geste va avec le troisième, concerne l'utilisation de plusieurs onglets que vous avez à votre disposition au travers de l'outil Livestorm. Le premier onglet est celui du chat, que je vois que vous utilisez déjà d'ailleurs pour nous dire bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. Donc, cet onglet sert surtout pour interagir avec vous, entre vous, et aussi pour répondre aux questions qu'on va vous poser. Et donc, un deuxième onglet à bien différencier, qui, lui, est plutôt dédié aux questions. Donc, je vous invite à l'utiliser lorsque vous rencontrez une information qui vous semble pas assez claire, en tout cas sur lequel vous aurez une information en plus. Donc, bien distinguer ces 2 onglets. Et enfin, la partie, donc le quatrième geste, le focus. Donc, focus à avoir sur la voix des intervenants, mais aussi sur le support de présentation pour avoir une compréhension optimale. Puisqu'on est au début de l'événement aussi, je vous invite à répondre à la question qui s'affiche en bas de l'écran. Quelle est la qualité du son et de l'image? Passez directement par le chat pour me faire votre retour, ce qui permettra de savoir si nous sommes tous dans de bonnes conditions pour avoir un événement réussi. Alors, je vois les messages défiler. Parfait pour Olivier, pour Elisabeth aussi. Yves, le son est OK, l'image également. Merci à vos retours. Donc, on est dans de bonnes conditions. On va passer à la suite, en l'occurrence avec la présentation des intervenants, nos speakers, François et Jacques. Jacques, je te laisse la parole. Ah, tu es en mute, Jacques. Excusez-moi. Jacques, je dirige Lucide Conseil et Formation. C'est un petit cabinet qui aujourd'hui fait surtout du conseil pour les organismes des formations et l'écosystème de la formation professionnelle. Et Lucide est certifié Calliope depuis 2021. Je passe la parole à François pour qu'il puisse se présenter également. Alors, je suis François Gallinou, je suis le président d'ICPF et PSI. Et c'est mon activité depuis 2013. Et je me consacre à la qualité de la formation. Et je suis très content d'animer ce webinaire avec Thomas et surtout Jacques avec Assis, que je côtoie sur cette voie magnifique de la qualité de la formation depuis bientôt 16 ans. Absolument. Plaisir partagé, cher François. Donc, concernant la présentation, elle va se diviser en 5 parties. Une première partie dédiée à la présentation de ICPF, qui va surtout intéresser les personnes qui ne nous connaissent pas aujourd'hui. Deuxième point sur les obligations en tant qu'organisme ou en tant que formateur sous-traitant. Troisième point, qu'est-ce que la sous-traitance? Quelles sont les dernières actualités qui incombent à l'organisation? Quatrième point, comment engager ses sous-traitants dans la certification Calliope. Et enfin, 5e point, les questions et les réponses qui seront traitées surtout pour assurer la réponse à des questions qui n'auraient pas pu être traitées tout au long du webinaire. Donc, je repasse la parole à François sur la partie 1 qui est la présentation de l'ICPF. Donc, François, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, l'ICPF se crée en 1995 et commence à certifier les personnes physiques en reconnaissant leur professionnalisme, leur capacité à réaliser des interventions de qualité. Le développement prend un essor tout particulier à partir de la réforme de 2014, puis de la réforme de 2018 qui voit l'arrivée de Calliope. Aujourd'hui, 8000 certifiés, c'est-à-dire 15% des certifiés Calliope le sont chez ICPF et on garde toujours notre attachement aux professionnels, personnes physiques de la formation.
Alors, quels sont les principaux axes de différenciation de ICPF? Alors, au-delà du nombre de certifiés, parce qu'on est très loin devant nos confrères, en termes de nombre de certifiés, c'est d'abord une plateforme digitale qui nous permet de garantir un parcours de qualité, de faire en sorte que vous ne soyez jamais perdu dans le parcours et que nous, on vous retrouve là où vous êtes pour vous apporter les services dont vous avez besoin. Ensuite, c'est une équipe de professionnels, c'est là aussi la plus importante équipe sur Calliope aujourd'hui, puisqu'il y a 50 salariés et environ 110 sous-traitants, j'ai donné le chiffre qui est indiqué. Et puis, on peut dire que ces 8000 certifiés constituent un réseau, certains se connaissent depuis 20 ans, voire plus, et ce qui permet d'avoir une communauté très dynamique, comme vous pouvez le voir si vous allez sur nos réseaux sociaux, que ce soit la chaîne YouTube, LinkedIn, Facebook ou Instagram. Alors, on va entrer assez rapidement dans le sujet des obligations. Alors déjà, je vous pose une première question, à savoir quelles sont vos préoccupations aujourd'hui concernant la sous-traitance, ce qui nous permettra de pouvoir ajuster le focus qu'on va faire sur les slides. Donc, je vous invite à passer directement dans le chat de Livestorm pour nous indiquer ce pourquoi vous êtes intéressé aujourd'hui. Alors, en parallèle de cela, on va quand même avancer sur le support en attendant que vous composiez votre préoccupation ou vos préoccupations, à savoir l'une des premières obligations en tant que sous-traitant, qui est celle du numéro de déclaration d'activité. Ce numéro de déclaration d'activité, il doit être demandé et obtenu à chaque fois que vous souhaitez exercer une activité de formation professionnelle. C'est environ 3 mois d'attente lorsque vous effectuez une demande. Il faut passer par la DRITS ou la DRIETS de votre région, en fonction de si vous êtes en Île-de-France ou dans une région autre. C'est un service de la préfecture. Et donc ce numéro-là, il faut en être détenteur en tant que donneur d'ordre, forcément, lorsque vous vous engagez dans l'activité, puisqu'après, vous allez vous engager dans la certification Calliope. Mais en tant que donneur d'ordre, il faut aussi s'assurer que le formateur sous-traitant avec lequel vous contractualisez en soit détenteur, puisque c'est une obligation aux yeux de la loi. Donc, vous avez plusieurs documents de référence et François, je sais que c'est une affaire que tu as suivie de près au niveau de l'actualité. Est-ce que tu as un point de vue à donner sur le sujet du NDA, notamment au travers de l'affaire qu'il y a eu au tribunal, je crois que c'était l'année dernière? Là, c'est certains, un avocat qui est connu sur la place, affirmait haut et fort que le numéro de déclaration d'activité pour le sous-traitant n'était pas obligatoire. Et alors, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait un procès en cours et ce procès a été perdu, c'est-à-dire son client a été condamné. Donc maintenant, il y a une confirmation par la justice que le sous-traitant doit avoir un numéro de déclaration d'activité. Alors, je vais passer la parole à Jacques, parce que c'est un point sur lequel on revient et on rectifie le sujet tous les ans depuis peut-être 20 ans. Et donc, je vais laisser Jacques se chauffer en racontant une anecdote à son tour. Merci François. Oui, l'histoire de cette histoire de NDA, elle existe depuis le début. Parce que dans la loi, on dit qu'on doit remettre un premier contrat de formation professionnelle ou une première convention de formation professionnelle. Or, si on est sous-traitant, on n'a pas de contrat de formation professionnelle ou de convention de formation professionnelle. Donc, est-ce que les sous-traitants doivent avoir un NDA? Ça a alimenté des conversations sans fin. Il y a une jurisprudence, puis il y a une circulaire qui date de 2011. Je me demande même si ce n'est pas 2001, mais bon, 2011, de la DGEFP qui dit que dorénavant, tous les sous-traitants, parce que pendant un moment, il y a eu des points de vue différents suivant ce qui s'appelait les anciennes DRETS, quoi, voilà.
Et donc, la DGEFP au niveau national règle le problème, en tout cas au plus tard au 2011, c'est sûr, par une circulaire en disant les sous-traitants, ils doivent envoyer leur premier contrat de sous-traitance point à la ligne. Et depuis, les débats sont alimentés. Et donc, dans la loi, il y a toujours écrit qu'il faut un contrat ou une convention, mais l'application de la loi, vous savez, il y a vous savez, les articles L, puis les articles D, puis les articles R, qui sont différents types d'articles dans le Code du travail. Bon, il n'y a pas photo, il faut que les sous-traitants aient un NDA. Et la jurisprudence, voilà, comme tu le rappelais, François, c'est une façon de vous redonner la parole. La jurisprudence confirme que les sous-traitants doivent avoir un numéro de déclaration d'activité, point. Voilà, et les grands donneurs d'ordre ont réglé, quand je dis les grands donneurs d'ordre, c'est par exemple un groupe comme Galileo, hein, avec peut-être 7000 sous-traitants, ont réglé le problème, se sont attaqués au problème à partir de 2019-2020. Et aujourd'hui, donc, chez les grands donneurs d'ordre, c'est systématisé. C'est relativement rare chez les organismes de formation à taille humaine avec entre 5 et 15 sous-traitants que ce problème ne soit pas réglé. Mais bon, il y a encore un flou sur ce point-là. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'en fait, le numéro de déclaration d'activité est aujourd'hui une donnée que le professionnel de la formation découvre après Calliope. L'impact de Calliope a fait que maintenant, on veut aller sur Calliope et après, on découvre que le NDA, ça existe. Tu veux une anecdote rapide? Allons-y. Une start-up qui vend des prestations aux influenceurs sur les réseaux sociaux m'a appelé la semaine dernière en me disant qu'ils voulaient Calliope. Alors, ils avaient déjà vu avec leur OPCO comment ils pouvaient financer une formation sur comment… Enfin bref, ils étaient très avancés. Donc, moi, je commence à écrire ma proposition et je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis convaincu qu'ils ont un NDA. Et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me dis, ah, mais quand même, les influenceurs… Alors, je vais sur le site, vous savez, sur lequel on peut vérifier ça. Et en fait, ils n'avaient pas de NDA, exactement comme tu viens de le dire. Et ils sont tombés de leur chaise quand ils ont découvert tout ce qu'il fallait faire pour avoir un NDA avant d'avoir Calliope. Donc, oui, il faut dire à tout le monde que NDA, c'est la première porte. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans la documentation, vous avez 2 liens qui vous sont fournis dans le support. Donc, un premier lien déjà pour aller sur le site du Centre Info qui vous présente ce cas de jurisprudence qui s'est déroulé l'année dernière. Et enfin, le deuxième lien qui vous renvoie vers le guide de la DRIETS. Alors, je vois que je crois que c'est Marion, voilà, Marion qui l'a demandé dans le chat. Donc, le lien est à droite. Alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas cliquer dessus puisque c'est un partage d'écran, mais on va vous remettre le support à la fin du webinaire pour que vous puissiez le retrouver. Guide qui fait 30 pages et qu'il faut absolument maîtriser pour être heureux et épanoui dans la formation professionnelle. Ça se fait une bonne fois pour toutes. Ah ouais. Et ça évite de revenir sans cesse sur les sujets. En fait, comme l'a dit tout à l'heure Jacques, il y a des textes et des textes qui sont d'une part difficiles à trouver, des articles en R, en N, en N, et d'autre part compliqués à interpréter. Toutefois, en ce qui concerne la réglementation en formation professionnelle, il y a ce guide de la Directe et je vous conseille vivement de vous le procurer et dès que vous avez un problème, il y a un chapitre sur la sous-traitance, vous regardez ce qu'il y a dans le guide et après vous agissez et éventuellement vous prenez, si c'est un problème grave et important, vous prenez conseil auprès d'une autorité ou d'un avocat ou de Jacques par exemple, hein. Mais dans tous les cas, lisez d'abord ce que prévoit cette synthèse qui est très utile et qui permet de donner le cadre et de comprendre le contexte. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on était chargé d'appliquer la réglementation. Pour nous, il n'était pas question d'aller sur tous les textes. Et donc, pour nous, c'était notre document de référence. Et on faisait des milliers d'audits à l'époque hein, sur ce plan-là. Et ça nous était très utile parce qu'en fait, c'est très concret, c'est très opérationnel et on ne se pose pas de questions. Et de ce fait, on n'est pas en train de recevoir de la part d'un conseil une interprétation qui est
parfois sujettes à caution. Alors, ensuite, en termes d'obligations, vous avez, donc, on vient de voir le NDA. Deuxième obligation, c'est le contrat, donc le contrat de sous-traitance qui doit être établi entre l'organisme donneur d'ordre et le formateur sous-traitant. Ce contrat, il doit être élaboré autour de 6 modalités. Première modalité concerne la description des missions. Deuxième modalité, le contenu de la formation et la sanction, donc ce qui va être délivré aux stagiaires à la fin de la formation. Troisième point, c'est les moyens, les conditions de réalisation de suivi. La durée en quatrième point. Cinquième point, la période de réalisation. Et enfin, le montant. Donc, ça vient répondre à la question notamment de Jean-Michel qui se demande s'il fait appel à des sous-traitants, donc s'il sous-traite des actions de formation, quelles sont les obligations. Donc, on a vu le premier point NDA, deuxième point contrat, et vous avez des exemples, donc les modalités qui sont présentes ici, pour le concevoir. Oui, concrètement, il y a un contrat, quelquefois on dit que c'est un contrat cadre qui fixe les éléments essentiels et récurrents du contrat. Et ensuite, il peut y avoir des avenants successifs en fonction des actions ou des missions qui sont confiées aux sous-traitants. Alors, je crois que Jacques veut ajouter quelque chose. Je t'en prie, Jacques. Merci beaucoup. Oui, je veux juste rajouter que si votre offre est déjà sur la plateforme du compte personnel de formation, c'est le contrat de la Caisse des dépôts, le contrat de la plateforme qui vaut contrat de formation. Donc, du coup, vous avez intérêt tout de suite, même si votre offre n'est pas encore au CPF, à mettre en conformité vos contrats avec ce que vous déclarez sur EDOF. Alors, obligation suivante, c'est le respect du référentiel national qualité, donc la certification Calliope. Dans ce référentiel, en l'occurrence sur l'indicateur 27, il est demandé aux détenteurs de la certification Calliope, ou en tout cas aux candidats à la certification Calliope, de démontrer comment ils intègrent ces formateurs sous-traitants au respect de Calliope. Donc, du point de vue du donneur d'ordre, il doit démontrer un dispositif qui est en place, qui permet de démontrer cette organisation. Et du point de vue du donneur d'ordre, il doit s'attendre à ce que du point de vue du sous-traitant, pardon, il doit s'attendre à ce que le donneur d'ordre lui demande des documents qui permettent d'élaborer cette conformité. Donc, dans le référentiel, vous avez l'avantage qu'à chaque indicateur, vous avez un exemple de preuve. Donc, ces exemples ne sont pas exhaustifs, mais ce qui démontre bien sur quel document vous pouvez vous appuyer, soit en tant que donneur d'ordre, soit en tant que formateur sous-traitant, pour apporter la preuve de la conformité à cet indicateur. Je crois que ce qu'il faut comprendre, ce que beaucoup de professionnels de la formation ont du mal à comprendre, c'est que il y a une grande diversité dans les professionnels, les organismes et les pratiques de formation. Et l'idée reçue ou la conception qu'on peut avoir d'une action de sous-traitance, elle est souvent, c'est loin d'être la norme parce qu'il y a énormément de formes de sous-traitance. C'est-à-dire que dans l'imaginaire aujourd'hui et la perception de la plupart des professionnels, notamment ceux qui s'intéressent à la qualité ou qui sont proches de la gouvernance, des OPCO, etc., il y a un organisme de formation qui est d'une taille qui fait un peu au-dessus de 500 000 € de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs centaines de millions, et des intervenants indépendants qui sont des professionnels qui réalisent des actions en sous-traitance. La réalité, et c'est ce qui a un peu dépassé EDOF et la Caisse de dépôt, c'est qu'en fait, il y a un grand nombre de donneurs d'ordre sont en fait des coquilles vides dans lesquelles il n'y a pas de salarié, il y a une personne qui a créé, c'est tout, et qui sous-traite à parfois d'autres structures, et ça donne de la sous-traitance en cascade, ça donne des donneurs d'ordre qui disparaissent au bout de quelques mois. C'est pas du tout ce que la situation qui avait été décrite à la Caisse des dépôts en 2019, enfin même avant, hein, quand on a lancé le CPF, donc aux alentours de 2015, voilà. Et cette réalité très changeante et très variable, la plupart des professionnels ont du mal à
comment dire, à l'appréhender et ont tendance à présenter des revendications sans se rendre compte qu'elles facilitent encore plus la vie à ces structures légères. C'est-à-dire plus on diminue les exigences sur la structure, que ce soit via Calliope et que ce soit via la réglementation, plus on facilite l'éruption en tant que donneur d'ordre de structures qui sont, on ne peut même pas dire que c'est des structures à taille humaine, parce qu'il n'y a personne dedans, de coquilles vides. Voilà. C'est-à-dire que la notion de formateur indépendant, qui est le sous-traitant, et de structure, société avec du personnel, qui est le donneur d'ordre, c'est très loin d'être la réalité. Jacques, un commentaire? Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, François, dans le question-réponse de la DGEFP sur Calliope, il y a une question qui est: si je sous-traite 100% de l'activité de formation, est-ce que je peux demander Calliope? Réponse des pouvoirs publics: oui, vous pouvez demander Calliope, mais vous serez audité sur les, je sais pas, j'imagine que ce ne sera pas un CFA, mais vous serez audité sur les 29, 26 indicateurs qui correspondent, par exemple, à l'activité de formation professionnelle et pas seulement à l'indicateur 27. Hein, c'est-à-dire, c'est une façon pour l'État de nous dire ce que tu viens de dire, François, c'est-à-dire, vous n'êtes pas seulement engagé à faire signer des chartes à des gens qui disent qu'ils vont faire des trucs que vous ne vérifiez pas après, mais c'est bien vous le responsable final au sens du Code du commerce de la prestation. Oui, et d'ailleurs, cette notion-là, c'est un corollaire à ce que je viens de dire, c'est que la notion de responsabilité du donneur d'ordre, la Caisse des dépôts s'est rendu compte qu'il y avait un manque total de lucidité, effectivement, chez certains donneurs d'ordre qui n'étaient pas conscients qu'ils étaient responsables des actions de leurs sous-traitants. Et ça aussi, c'est un point auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Et la profession qui est organisée, donc c'est la profession organisée autour des acteurs de la compétence, du SINOFDES, autour des syndicats. Eux, c'est des personnes qui sont responsables, mais c'est loin d'être, leurs pratiques sont loin d'être représentatives des pratiques des 150 000 organismes de formation qui sont enregistrés aujourd'hui. Donc, il faut toujours interpréter une exigence, non pas que par rapport à soi-même, mais par rapport à l'ensemble du secteur. Et c'est ça qui en fait la pertinence et qui permet de le comprendre. Le numéro de l'obligation de sous-traitance, etc. Oui, même un petit peu au-delà, puisque, par exemple, je vois extrêmement souvent chez mes clients l'oubli total de demander à leurs sous-traitants: est-ce que vous avez une responsabilité civile professionnelle? Est-ce que vous pouvez me fournir une attestation sirène ou un justificatif de vos déclarations sociales et fiscales? Voire un engagement, je ne sais plus comment s'appelle ce document, sur le fait que mon sous-traitant ne fait pas travailler des personnes en situation illégale. Oui, quand il y a un litige, boum, ça explose à ce moment-là. Oui, ça, on le découvre au moment du… On le découvre au moment du… Oui, on le découvre au moment du contrôle URSSAF ou du prud'homme. C'est ça. Et, là, il y a des cas de jurisprudence très clairs sur la requalification de contrat ou les redressements de charges sociales. Parce que ça, c'est classique. On n'est pas dans le droit du travail de la formation, on est vraiment dans le droit du travail. Et alors là, il y a énormément d'exemples et de jurisprudence. Alors avec toutes ces informations, on a des participants qui souhaitent appliquer la réglementation à leur activité. C'est le cas de Marc notamment, qui se demande s'il est possible d'engager des sous-traitants qui sont spécialistes sur un logiciel pour réaliser ne serait-ce que 2 jours de formation, en sachant que le sous-traitant est déjà salarié d'une autre entreprise et qu'il n'est pas certifié Calliope, qui n'a pas de NDA. Alors, la question, c'est à partir de, pour être très concret, c'est à partir de quelle durée d'intervention et de quelle modalité d'intervention sur une action financée par le CPF ou sur une action de formation, je dois exiger un NDA et je dois exiger Calliope, c'est une action financée par le CPF. Alors, sur l'exigence du numéro de déclaration d'activité, là aussi, c'est un long débat et en fait, il n'y a pas de durée minimum, mais on va dire que c'est à l'appréciation du contrôleur et à l'appréciation du donneur d'ordre. Il est clair que vous faites intervenir
quelques heures dans l'année ou une journée, on ne va certainement pas vous infliger une amende de 4 500 € pour ça, sauf s'il y a de l'abus. C'est-à-dire si vous faites intervenir 450 000 € de chiffre d'affaires et il y a 4 500 interventions d'une journée de 4 500 intervenants différents, je pense que là, il se passera quelque chose. Ce sera bien compliqué, mais il se passera quelque chose. Donc, s'il n'y a pas d'abus, pas de problème. Ensuite, il y a le fait que qu'est-ce que c'est qu'un sous-traitant? Est-ce que c'est un sous-traitant de formation? Est-ce qu'il fait vraiment, il anime la journée de formation ou est-ce que son rôle est différent, il facilite l'action, mais il n'est pas le formateur? Alors, c'est comme ça qu'on traite généralement la situation de l'intervenant de haut niveau, prenez une formation dans le domaine de la santé, on va dire, Jacques doit connaître, mais pansement, voilà, vous prenez une formation pansement et lors de cette formation, vous faites intervenir un professeur de médecine pendant 2 heures. Bon, le professeur de médecine, bien sûr, n'a pas besoin d'avoir un NDA. Et en fait, le moyen de contourner, c'est de dire que il n'est pas formateur, en fait. Il y a un animateur de formation, lui, il a un NDA, et il y a quelqu'un qui intervient, qui participe à l'action, mais qui n'est pas formateur. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on s'adapte à cette exigence sur le NDA. Sur Calliope, je vais laisser la parole à Jacques, parce que j'ai beaucoup parlé. Et d'ailleurs, Jacques qui souhaite prendre la parole. Vas-y, Jacques. Pour abonder dans ton sens, à nouveau François, la première étape, puisque là, si je me souviens bien du cas qui nous est proposé, c'est que c'est le salarié d'une autre entreprise qui vient animer une formation qui n'est pas dans les spécialités du donneur d'ordre. Oui, exactement. Alors, la première étape, c'est quel est le contrat? C'est-à-dire, est-ce que c'est un contrat de mise à disposition de personnel de l'autre entreprise à titre gracieux? Est-ce que cette personne a l'intention d'être rémunérée, auquel cas elle ne peut pas être salariée pendant qu'elle travaille, donc il faut qu'elle soit au moins auto-entrepreneur. Enfin, vous voyez, c'est là-dessus que je veux insister, moi, sur ce qui va déclencher la suite, c'est quel est le contrat, parce que bien sûr, le salarié de ICPF ne peut pas venir travailler chez Lucide pendant son temps de travail. Ça, c'est pas possible. Pendant son temps de travail chez ICPF. Oui, c'est là, dans ce cas précis, c'est la durée de l'intervention et sa fréquence. Si c'est ponctuel une fois, voilà, il est venu passer 2 heures, vaut mieux pas le déclarer. Oui. Avec les risques qui existent quand même. Oui, bien sûr. Mais et puis effectivement, la manière dont le contrat, oui, c'est ça. S'il facture lui en tant qu'entrepreneur ou s'il est facturé par son entreprise, Le deuxième point, tu le rappelais tout à l'heure, quand il y a un contrôle, en fait, pour savoir si c'est un intervenant, on regarde en gros, il y a du juridique, mais en gros, ce qu'on regarde, c'est effectivement, est-ce qu'il y a un formateur qui anime et auquel cas l'intervention de l'expert, c'est comme si on montrait une vidéo ou des photos ou un magazine, sauf que là, c'est une personne qui intervient. Et au fond, cette intervention, elle sert de contenu, de support au formateur pour animer. Donc, on cherche à déterminer que le formateur a bien utilisé l'intervention de l'expert comme un contenu. Et la deuxième chose qu'on regarde, c'est est-ce que l'expert intervient dans l'apprentissage du stagiaire? C'est-à-dire le docteur en médecine dont tu parlais tout à l'heure, s'il prend les pinces à clamper et qu'il commence à tripatouiller des compresses et à poser sur un mannequin la compresse, il a un acte pédagogique, il est formateur. En gros, quoi. Après, effectivement, bien sûr, s'il fait 10 minutes, personne ne viendra embêter l'OFP. C'est un peu ça, les guides. Oui, les cas de contrôle et de sanctions qui ont été portés à notre connaissance, c'est des cas où il y avait abus, c'est-à-dire systématiquement aucun formateur n'a un numéro de déclaration d'activité. Voilà, c'est des cas où il y a des abus. Voilà. Après, on voit de tout, parce qu'il y a des contrôles où j'ai des exemples de contrôles en tête où il y a des redressements sur des cas vraiment très ponctuels. J'ai un formateur indépendant qui s'est fait redresser parce qu'il avait acheté une bouteille de whisky
euh, pour un client et donc il avait passé en charge et on considérait que ce n'était pas une dépense de Ah oui, formation bien et donc on sûr. ne pouvait pas il avait dû rembourser cette somme. Voilà. Oui, oui. Il y avait 50 euros, oui. Un autre exemple qui s'est résolu favorablement pour l'organisme de formation parce qu'on a pu prouver sa bonne foi et sa bonne volonté, c'était une formation où il y avait 30 experts, donc une formation de 3 semaines, pendant laquelle 30 personnes, des experts comptables, des avocats, des juristes, etc., intervenaient et c'était financé sur les fonds de la formation professionnelle. Jusqu'à ce qu'un financeur s'en émeuve, parce que tous ces gens n'avaient pas de NDA, bien sûr. Tu vois, et bon, ça s'est arrangé favorablement, mais ça a chauffé puisque on proposait à l'organisme, on le menaçait en tout cas de devoir rembourser toutes ces interventions comme n'étant pas de la formation, puisque du coup, il n'avait pas de Oui, NDA. oui, il y a des opérateurs qui réalisent des volumes très importants de formation. Et je pense parler tout à l'heure d'un de nos clients. Quand vous avez 2 ou 3 intervenants et c'est un jour, ça va. Quand vous en avez 7 000, 8 000 et c'est tous les jours, là, l'enjeu à 4 500 € l'amende sur l'action de formation, les enjeux sont importants. Et donc, c'est pour ça qu'il y a souvent négociation et les services sont relativement bienveillants. Il faut vraiment qu'il y ait de l'abus pour qu'il y ait une amende, une sanction, etc. On va reprendre le support sur le sujet des obligations au travers du sujet de la sous-traitance. Donc, la troisième obligation, c'est la certification Calliope. Calliope qui va se présenter dans un certain cas. Celui de la sous-traitance dans le cadre d'actions éligibles au CPF. Donc, c'est le cas qu'on voit à droite, le cas numéro 2. Ce que dit la loi, donc ça remonte à fin 2023, si mes souvenirs sont bons. Il y a un décret un arrêté qui a été sorti par le ministère du Travail, et ce décret indique que dans le cadre d'actions CPF, donc si l'action est financée par le CPF, le sous-traitant doit être certifié Calliope à plusieurs conditions. Donc les conditions, on les verra juste après, elles ne sont pas détaillées sur cet écran-là, mais donc là, dans ce cas-là, Calliope est une obligation. Donc pour vous, vous assurer que le sous-traitant est engagé et a obtenu la certification, c'est vous assurer que vous n'aurez pas de risque de déréférencement, d'EDOF et voire même d'amende, de sanctions qui seraient à régler par la suite, puisque c'est le risque principal dans le cadre de cette réglementation. Alors, ce qui n'empêche pas après le donneur d'ordre d'assurer l'application de l'indicateur 27. Donc, il doit à la fois démontrer que le sous-traitant est conforme à Calliope et demander à son sous-traitant d'obtenir la certification de son côté. Je peux dire un mot ? Oui, vas-y Jacques. Le petit mot que je voudrais rajouter, c'est que c'est cohérent de faire de ce que tu viens de dire. C'est pas juste une obligation comme ça qui nous tombe sur la tête, puisque le sous-traitant, lui, il va, pour obtenir Calliope, mettre en place ses procédures dans la démarche qualité, et comme sous-traitant, il va devoir appliquer les procédures du donneur d'ordre. Donc c'est cohérent que non seulement il a Calliope, mais le donneur d'ordre, il doit quand même s'assurer que son sous-traitant applique les procédures du donneur d'ordre. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Nous, on trouve que c'est clair. Oui, c'est clair pour moi. Après, si l'un des participants souhaite une reformulation ou peut-être un autre exemple, je pense que Jacques pourra le réexprimer. On a un retour d'expérience du côté de Catherine qui indique qu'en audit Calliope, il est relativement rare que l'auditeur approfondisse spécifiquement les situations liées aux sous-traitants, notamment par la vérification du numéro de déclaration d'activité. Oui, parce que ça ne rentre pas dans le champ de l'audit Calliope. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je serais heureux je pense que c'est instructif de rééchanger avec Jacques sur ce plan-là, mais en fait, l'ambiguïté, c'est que l'auditeur, l'organisme de certification doit auditer l'organisation mise en place par l'organisme pour appliquer la réglementation. En revanche, la limite, c'est qu'il ne doit pas auditer le fait que la réglementation soit appliquée.
Alors, si vous y comprenez quelque chose, vous êtes plus intelligent que moi, parce que moi, j'y comprends pas grand-chose. Mais si. Mais ce que je comprends, c'est… Tu fais ta mauvaise tête. Voilà, je trouve que c'est pas très clair, mais c'est vrai, oui, je fais ma mauvaise tête. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même pas très clair. C'est-à-dire qu'on vérifie que vous êtes organisé, on vérifie que vous êtes, je dirais, organisé pour ne pas dépasser les 130 km/h sur l'autoroute. Et pendant l'audit, vous êtes à 200 km/h, mais on ne dit rien. Et c'est un peu la situation qu'on connaît aujourd'hui, et c'est quelque part, c'est un peu l'ambiguïté de ce qu'on demande à Calliope, et que le premier qui ne comprend pas, très souvent, c'est vous, hein, c'est l'organisme de formation qui dit, voilà, qu'est-ce que je dois démontrer parce qu'en fait, moi, je veux démontrer que, mon organisme est en conformité. Et là, sur ce plan-là, il y a une limite qui est tracée. Cécile indique aussi qu'en effet, le contrôle du NDA n'est pas prévu dans le cadre de l'audit. Enfin, en tout cas, l'auditeur n'a pas à vérifier ce point-là, d'après les informations qu'elle a pu obtenir. On peut le comprendre. Alors, le NDA, ce qu'on vérifie quand même, alors aujourd'hui, d'ailleurs, c'est automatique. Alors, nous, le client ne le voit plus parce qu'on le vérifie automatiquement, mais on vérifie Ah oui, le NDA du sous-traitant. Oui, c'est clair. Oui, non, pardon, je parlais du NDA de l'organisme audité. Ça, on le vérifie, mais on ne vérifie pas effectivement que les sous-traitants ont un NDA. Ce qu'on est censé vérifier, c'est que, mais je ne suis pas sûr que tous les auditeurs le fassent et tous les organismes le fassent. Ce qu'on est censé vérifier, c'est que l'organisme est organisé pour vérifier que le sous-traitant a bien un NDA. Voilà. Mais vous voyez, quand on le dit comme ça, c'est pas aussi simple que ça à faire. C'est-à-dire… l'organisme donneur d'ordre, il a de toute façon intérêt à vérifier que son sous-traitant a bien un NDA. Il suffit de télécharger la liste publique des organismes de formation. Parce que s'il ne le fait pas et qu'il y a un litige, il peut être amené, à rembourser tous les financements publics pour les formations professionnelles à partir de la date de déclenchement du litige. Il peut être amené… on peut requalifier le contrat qu'il a avec le sous-traitant en contrat de CDI à temps plein avec toutes les charges sociales. Donc moi, Calliope ou pas, je vous engage à vérifier si vos sous-traitants en formation professionnelle ont un NDA. Ou alors s'ils sont en portage salarial, ou est-ce qu'ils ont un contrat de formateur occasionnel. Mais il faut s'assurer. Non, c'est vraiment dans la… C'est un… la sous-traitance est loin d'être la panacée que certains voient en matière de formation professionnelle. C'est une illusion. Il y a plusieurs retours d'expérience de participants qui indiquent parfois avoir eu un audit où l'auditeur a demandé une preuve de NDA du sous-traitant, parfois non. Donc, ça montre qu'il y a différentes pratiques entre les certificateurs sur ce point-là. Entre les auditeurs, en tout cas, c'est sûr. Oui, entre les auditeurs, c'est sûr. Oui. Les certificateurs, je ne sais pas. Ce qu'il faut dire peut-être pour te relancer pour la suite, c'est que d'abord, un financeur hors CPF, il peut demander Calliope. C'est-à-dire, il peut dire, moi, je veux que tes sous-traitants, je veux que tu aies Calliope, et je veux que tes sous-traitants aient Calliope, ou équivalent, et charge. Vous voyez, équivalent, on est vite embêté, parce que il n'y a pas beaucoup de normes qui ressemblent à Calliope, à part peut-être les labels et je ne sais pas, et peut-être des dérivés de 21001. Et donc, Calliope peut être demandé au-delà du CPF, c'est possible. Et deuxièmement, ce qui va fonder l'audit de la sous-traitance, que ce soit pour le sous-traitant lui-même ou la sous-traitance de l'organisme donneur d'ordre, c'est le contrat de sous-traitance. C'est-à-dire, on voit, si vous, je connais un peu par cœur le guide de lecture sur ce, enfin un peu, sur ce sujet. On imagine. On dit que si vous lisez dans le détail, vous voyez que pour tous les indicateurs qui sont strictement nommés, il y en a à peine 5 ou 6, en fait, on dit que ça dépend de ce qui est écrit dans le contrat de sous-traitance. Et donc, si on ne veut pas d'ennui, ni pour le donneur d'ordre, ni pour le sous-traitant, il faut que ce contrat il soit écrit noir sur blanc et explicitement, quoi. Voilà. Comme ça, on sait ce à quoi chacun est engagé et il n'y a pas de problème d'audit, ni pour l'auditeur non plus d'ailleurs, puisqu'ils sont embarrassés quand ils tombent sur des cas comme ça. Merci Jacques pour le complément. On va avancer sur la troisième partie, donc, qui est celle de la sous-traitance. Donc, on a vu les obligations juste avant.
Donc, quelques rappels sur ce que dit la loi. François, quels sont les 4 objectifs qu'on a vu passer du dernier décret qui est paru fin 2024? Alors, ce que je comprends, il faut qu'on avance maintenant, donc je vais être synthétique. OK. Alors, bon, on s'est rendu compte, la Caisse des dépôts à la pratique s'est rendu compte que un marché où il y avait le particulier sans entreprise d'un côté et la Caisse des dépôts sans un OPCA de l'autre ne fonctionnait pas de la même manière. Et que donc, il fallait créer des niveaux d'exigence supplémentaires pour que n'importe quel organisme ne puisse pas être référencé sur EDOF. Donc ça, c'est les critères de référencement sur la plateforme EDOF. Ensuite, comme on vous le disait tout à l'heure, il fallait établir clairement que le donneur d'ordre et la responsabilité du donneur d'ordre. Enfin, il y a un point qui n'est pas encore complètement réglé parce que c'est le portage Calliope, c'est-à-dire que ça donne naissance à la sous-traitance en cascade et ça fait qu'on n'arrive pas à toucher l'intervenant, celui qui réalise la prestation, puisqu'il y a plusieurs niveaux de sous-traitance. Et ensuite, il y a de la fraude et des abus avec des scandales à plusieurs millions d'euros. Et ça, on voulait l'arrêter également, mettre un coup d'arrêt à cette chose-là. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une situation de conformité pour le donneur d'ordre qui repose sur 6 points. Donc, le référencement, l'habilitation, qui n'était pas toujours le cas au début, donc le certificateur habilite, la certification Calliope du sous-traitant, la réalisation, la restriction de la sous-traitance, pas de cascade, donc pas plus de un niveau de sous-traitance, et ensuite que le donneur d'ordre devait réaliser par lui-même au moins 20% du chiffre d'affaires déclaré sur EDOF. On a vu un sujet d'exception à la certification Calliope sur les slides précédents. Donc, ces cas-là sont détaillés sur la partie droite de l'écran. Ça peut répondre d'ailleurs à une des questions qui a été posée un peu plus tôt par l'un des participants. Je n'ai plus le prénom sous les yeux. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, Calliope est obligatoire pour le sous-traitant qui intervient sur des actions CPF si il est hors du statut microsocial. Et le deuxième cas, c'est s'il est par contre sur le statut microsocial qui dépasse un volume de chiffre d'affaires de 77 700 euros. Ce qui est si je ne me trompe pas, ce qui est le chiffre maximal, le chiffre d'affaires maximal qu'on peut faire quand on vend des services, après lequel on ne peut plus être auto-entrepreneur dans les 2 ans qui suivent. C'est ça. Donc on est au taquet. On est au taquet. C'est vraiment un coup de main aux auto-entrepreneurs, là, parce qu'on est au taquet de ce que peut gagner un auto-entrepreneur. C'est-à-dire, en gros, si tu es auto-entrepreneur jusqu'au taquet à partir duquel il faudra que tu changes de statut, tu n'as pas besoin d'avoir un Calliope. Toujours sur l'aspect réglementation, alors que vous soyez organisme donneur d'ordre sur la plateforme EDOF, vous êtes concerné par une télédéclaration qui doit être effectuée en ce moment même. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite vivement à vous rendre sur la plateforme. Donc, entre le 1er mai de cette année et vous avez jusqu'au 30 septembre. L'objectif de cette télédéclaration, c'est d'indiquer si dans le cadre de votre activité sur EDOF, vous avez eu recours à la sous-traitance. Même si vous n'avez pas recours à la sous-traitance, allez sur ce formulaire pour indiquer que vous n'avez pas eu recours. Et si, dans votre situation, vous avez eu recours à la sous-traitance, indiquez les volumes de chiffre d'affaires perçus, les volumes de sous-traitants sur l'activité de 2025 pour le faire. Donc, vous avez sur la partie droite un aperçu des différentes actions pour retrouver ce formulaire, ce qu'il faut indiquer. Et dans la mesure où vous avez un volume de plus de 50 sous-traitants, vous avez la possibilité d'intégrer un fichier directement sur la plateforme plutôt que de saisir ligne par ligne les informations. Alors, ensuite, sur l'aspect réglementation, on avait mis en place cette fiche qui vous permet d'identifier dans le cadre de votre activité avec les sous-traitants qui sont conformes à la réglementation. Donc, cette vérification, elle s'appuie sur 3 points. Le premier point, ça va être la vérification d'informations qui vont être déclarées notamment
si l'organisme de sous-traitant est bien détenteur d'un SIRET, s'il a bien le NDA, s'il a bien Calliope, et ensuite de son statut juridique. Ces informations, vous pourrez les vérifier directement sur l'annuaire de l'entreprise en renseignant soit la raison sociale du sous-traitant ou alors en tapant directement son SIREN qui va vous renseigner. Le deuxième point se constatera plutôt sur le site de l'URSSAF en demandant la déclaration bateau sous-traitant. Donc là, c'est uniquement s'il est déclaré en tant que micro-entreprise. Ce point de vérification va concerner le chiffre d'affaires pour identifier s'il est en dessous ou au-dessus du seuil de 77 700 €. Et enfin, le dernier point, ça va être le référencement sur EDOF. Et donc là, pour vous, l'objectif sera de vous rendre sur le site internet de France Compétences, puisque vous avez tout en bas de la page d'accueil du site de France Compétences, si mes souvenirs sont bons, un accès au catalogue. Et donc, par action déclarée sur EDOF, vous avez ensuite une visibilité sur les formateurs qui sont déclarés par action. Donc, cette slide vous sert à identifier qui sont vos sous-traitants conformes à la réglementation ou non, et vous permettre d'ensuite effectuer les ajustements pour vous assurer aucune prise de risque sur le déréférencement EDOF. Au-delà de cette slide qu'on a pu présenter, vous avez aussi un élément dont parlait Jacques un peu plus tôt, c'est la FAQ qui a été élaborée par la DGEFP. Donc cette FAQ, on l'avait attendue pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Une FAQ qui vient expliciter plusieurs points, en l'occurrence 7 sur et pas 6, comme le précise la slide, 7 points sur les questions que vous posez par rapport à la sous-traitance. Donc, je vous invite à vous y rendre. Vous aurez aussi un accès qui vous sera donné au travers du formulaire en retrouvant à la fin du webinaire. Donc, toutes les questions pourront être traitées. Alors, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées en parallèle. Je vais surtout les garder pour la fin de la présentation. On va passer à la partie 4 du webinaire, à savoir, une fois que vous avez identifié ce volume de sous-traitants, concernés ou pas par Calliope, que vous souhaitez engager vers la certification, donc pour assurer de préserver vos financements, préserver l'activité sur EDOF, on souhaite vous présenter une solution pour savoir comment faire pour assurer cet engagement. Donc, la question à vous poser déjà dans un premier temps, c'est quelle stratégie souhaitez-vous mettre en place? Donc, je vous invite à répondre au sondage qui va vous être partagé dans quelques instants pour répondre à la question. Et en parallèle, on va vous présenter les 3 alternatives possibles aujourd'hui face à cette situation de la sous-traitance. La première possibilité, donc première stratégie à mettre en place, c'est de ne plus avoir recours à des sous-traitants, mais de les transformer sur un modèle de salariat. La deuxième stratégie à mettre en place, c'est plutôt d'attendre les contrôles, puisque au travers de ces déclarations qui sont mises en place, de ces arrêtés, il y a des contrôles qui vont être réalisés et qui vont donner lieu à des sanctions. Et la troisième stratégie, c'est d'engager vos sous-traitants dans la certification Calliope. Donc François, au travers de ces différentes stratégies à mettre en place, quels sont les avantages, les inconvénients à chaque fois? Alors, le fait d'engager les sous-traitants, c'est bien évidemment théorique, parce que dans la réalité, certains ne veulent pas. Et il y a aussi le cas où, en fait, l'entreprise n'a pas suffisamment de missions pour avoir un salarié. Sur le fait d'attendre le contrôle, c'est une attitude qui est générale. L'attentisme est une attitude qui est générale dans le secteur de la formation. Donc, on attend la réforme, on attend le décret d'application, on attend les modalités d'application, on attend le contrôle. Donc, ça, c'est classique, on vit ça depuis 20 ans. Ça présente des risques, mais qui sont, Jacques pourra dire un mot là-dessus, relativement limités, parce qu'il y a quand même peu de contrôle. Il y a peu de contrôle. Enfin, l'engager ses sous-traitants dans l'obtention de Calliope, c'est la voie, je dirais, la plus professionnelle. Quoi de mieux que d'engager ses sous-traitants dans la démarche qualité?
quoi de mieux que d'avoir, pour appliquer Calliope, que d'avoir un sous-traitant qui a Calliope. Il n'y a pas mieux. Donc, pour les clients, pour la gouvernance, pour les financeurs, il n'y a pas mieux. C'est pour ça qu'ils choisissent ça. Hein, il y a pas mieux. Alors, après, l'inconvénient, c'est que d'abord, certains vents ne veulent pas avoir Calliope. Et d'autre part, il y a quelque part une peur de la part du donneur d'ordre de voir ses sous-traitants pouvoir traiter directement avec les clients. Un mot, Jacques? Alors, est-ce que je me suis absenté 45 secondes? Relance-moi sur parlons des. J'attendais ton avis sur la fréquence des contrôles. Oui. Alors, bon, là, il faut que je me retienne alors. Donc, je dirais. Il n'y a pas beaucoup de contrôle, en fait. Voilà. Quand je ne suis pas devant vous, j'exagère en disant qu'il faut considérer qu'il n'y en a pas. Tellement il y en a peu, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que je disais il n'y a pas si longtemps, dans le bleu budgétaire, vous savez, il y a le jaune budgétaire pour la loi des finances, et donc il y a un bleu budgétaire sur ce que fait l'État avec l'argent qu'on lui donne. Et la DGEFP, c'est écrit, hein, donc c'est public, dit que l'État lui confie la mission de contrôler tous les ans depuis 2021 1,3% des NDA, pas 1,3% des Calliope, hein, 1,3% des NDA, 150 000 organismes, qu'il n'arrive pas à 0,9%. Donc, si vous comptez sur le nombre de certificats Calliope, combien il reste de contrôle, c'est bien sûr, quand ça nous arrive, c'est une contrainte, c'est très embêtant. Hein, je ne suis pas du tout en train de minorer l'effet des contrôles, mais sur leur nombre et leur volume, et du coup, leur impact, c'est très peu de choses, alors qu'en fait, pour vous le dire d'une manière un peu simple et familière, on nous joue de la trompette sur tous ces contrôles et on devrait tous trembler à l'idée des contrôles. Non, on cogne sur les gilets jaunes, mais on ne cogne pas sur les organismes formateurs truands, plus ou moins formateurs d'ailleurs. Et c'est la même chose pour la plupart des financeurs. Le GIE des 2OF, qui est le regroupement des OPCO et d'un certain nombre de régions, dans leur bras de fer annuel avec l'État, font très très peu de contrôle. Et l'année dernière, comme ils se sont fâchés avec l'État sur des sous, vous savez, on voulait récupérer, en plus de tout le reste, 100 millions sur le budget des OPCO. Et du coup, ils ont fait la tête, ils ont décidé de faire la grève des contrôles pendant un certain nombre de semaines. Donc, quand ça nous arrive, c'est très embêtant, mais en réalité, il y a peu de contrôle. Sinon, ce n'est pas compliqué. Vous savez, quand vous mettez un bataillon de CRS avec des croisillons et des pistolets mitrailleurs, les gens, ils ne passent pas. Vous voyez, s'ils passent, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a laissés passer. Voilà, bon. J'exagère. J'avais dit que je me retenais, je m'arrête là. Oui, disons que ça c'est pas trop retenu. Je peux faire pire. Oui, je peux dire la vérité, c'est ça le pire. Le pire, c'est la vérité. Voilà, c'est ça. Du côté des participants, la stratégie est assez différente. On a plusieurs avis, parce qu'on a posé la question. Donc 25% de participants souhaitent imposer la certification Calliope à ses sous-traitants sans contrepartie. 25% souhaitent l'imposer avec une augmentation de tarifs pour le sous-traitant. 25% souhaitent arrêter les financements CPF et un autre quart qui souhaite obtenir la certification Calliope. Donc, chacun a son stratégie en tête de manière assez égale au niveau des participants. Donc, après, à vous d'identifier comment passer à l'étape suivante. Ce qu'on va surtout présenter dans les slides à venir, c'est comment réussir à engager vos sous-traitants au travers de la certification Calliope avec l'une des fonctionnalités de la plateforme Noé qui est le Pass Group. Donc je passe cette slide-ci. Donc ce Pass Group a été élaboré pour différentes fonctions au travers de l'activité de formation, mais surtout pour des référents qualité qui vont avoir à gérer plusieurs organismes. Et donc là, dans le cas d'un donneur d'ordre qui va ensuite avoir à piloter l'activité de plusieurs sous-traitants,
le PAS Group va prendre tout son intérêt puisqu'il va y avoir une stratégie commune à mettre en place. Oui, le cas type, c'est qu'en fait, on a un client, un organisme de formation dans le domaine de la santé qui a un millier de sous-traitants et qui se rendait bien compte que ces sous-traitants, qui étaient la plupart du temps des professions de santé et qui consacraient une partie de leur temps à la formation, avaient besoin d'être encadrés dans la certification Calliope. Et de ce fait, ils sont en quelque sorte le référent qualité de leurs sous-traitants et ils les accompagnent à la préparation de l'audit. Alors, comment ça se passe si on prend le parcours de certification du point de vue du chef de groupe qui va pouvoir composer le groupe de formateurs sous-traitants? Cette étape commence dès la demande. Donc, lorsque vous êtes en demande, soit une demande de certification initiale, une demande de certification pour une surveillance, un renouvellement ou une extension, vous allez avoir la possibilité de renseigner à partir de la fin du formulaire, de sélectionner le PAS Group, de créer votre groupe et de pouvoir, à partir de la création de ce groupe, reprendre pour chacun de ces organismes la demande de certification. Donc, pour chacune de ces demandes, vous allez pouvoir indiquer le numéro de déclaration d'activité, indiquer ensuite les différentes informations qui vont être relatives à l'identification de l'organisme pour effectuer la planification de l'audit. Une fois la demande d'audit réalisée, vous allez recevoir un contrat. Donc, vous allez avoir une vue sur le contrat qui va être élaboré pour votre formateur sous-traitant, identifier le montant qui va être demandé pour le passage de l'audit. La validation de ce contrat va se faire directement sur Noé, le paiement également. Et ensuite, vous allez rentrer dans l'étape 3, qui est celle de la préparation. Donc, du point de vue du chef de groupe, la préparation peut être faite de manière assistée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer ou déposer des éléments de preuve pour votre formateur sous-traitant directement sur Noé, ce qui va lui permettre d'avancer plus rapidement dans la préparation, élaborer le dispositif de son organisation avec les documents que vous aurez à votre disposition. Donc, ça va vous renforcer votre sérénité sur la solidité du dispositif, puisque vous aurez déjà, vous, présenté le même dans le cadre de votre propre démarche. Une fois la préparation faite, vous allez même pouvoir participer à l'audit, si vous le souhaitez, en tant que référent qualité, et pouvoir assister votre sous-traitant dans le déroulement. Vous allez pouvoir également recevoir le rapport provisoire, le rapport définitif dans lequel vous identifierez les non-conformités qui vont être constatées par l'auditeur, également apporter votre soutien dans le traitement avec les documents ou même avec la réponse à l'auditeur que vous allez faire. Et à l'étape 5 de la certification, vous allez recevoir le certificat, recevoir une notification lorsqu'il sera disponible sur la plateforme Noé. Et à partir de la certification, vous allez aussi avoir une vue sur l'état des différents certificats de vos sous-traitants. Donc, si vous avez un groupe de 5 ou 10 sous-traitants, avoir la liste sur Noé directement, sur les dates d'obtention des certificats, sur les dates de passage des audits de surveillance, de renouvellement et des prochaines actions à réaliser. Donc, en comparaison avec un modèle du PAS classique qui va s'activer de manière automatique sur Noé si vous ne souhaitez pas changer de PAS, le PAS Group vous permet, au-delà des différentes fonctionnalités que j'ai présentées, d'avoir des interlocuteurs privilégiés au sein de ICPF, avec à savoir un chef auditeur et un chargé de planning. Vous allez aussi avoir la capacité de pouvoir replanifier sans frais différents audits, d'avoir la capacité d'effectuer des planifications urgentes, donc de demander des dates d'audit dans un délai de moins de 3 semaines, de pouvoir avoir un traitement prioritaire de vos revues, donc une émission prioritaire des certificats dans des besoins d'urgence, d'avoir des remises sur des certifications complémentaires comme la certification ISO et la certification Pro, et enfin avoir des invitations comprises à nos événements physiques ICPF Networking. Donc, pour répondre à la question que j'ai vue passer dans le chat, combien coûte Calliope pour un formateur sous-traitant, François? À combien cela revient avec ICPF? Alors, le budget initial est à 1 190 €. Alors, dedans, il y a 995 € d'audit et 195 € de frais techniques de dossier d'émission de certificat.
Vous avez ensuite, après la certification, donc, le pass classique, donc c'est 523 € qui comprend la surveillance, le renouvellement et les audits. Donc, ce qui fait que sur la durée, le coût de la certification Calliope, c'est 523 € par an, à partir de une fois que à partir du deuxième cycle, c'est 523 € par an, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors à cela s'ajoutent des options, donc le pass groupe dont on vient de parler, c'est-à-dire si vous voulez, vous, en tant que donneur d'ordre, vous êtes donneur d'ordre, vous voulez fédérer la démarche qualité de vos sous-traitants, vous pouvez prendre le pass groupe. Si vous voulez un niveau de qualité supérieur, vous ne voulez pas de petites factures, vous êtes une grande entreprise, vous avez de la difficulté à traiter des frais une facture de frais de déplacement de 60 €, ça vous demande un travail administratif qui n'en vaut pas la chandelle. Vous pouvez prendre le pass Serenity parce que là tout est compris, donc c'est un peu plus cher. Et vous avez l'option élaboration, l'auditeur garanti, si vous voulez être sûr d'avoir tel auditeur. Et dans les cas d'urgence, vous avez besoin de votre certificat très rapidement, vous avez le pass urgence. Ou si vous êtes trop occupé, la planification du week-end. Voilà. Et l'assurance report, la fameuse, qui est comprise dans le pass Sérénité et le pass groupe, c'est-à-dire le fait de pouvoir reporter sans frais votre audit. Alors, concernant le budget, François, est-ce qu'il y a une différence en termes de coût pour obtenir Calliope entre un formateur sous-traitant et un organisme donneur d'ordre? Alors, le coût est le même. Par contre, le sous-traitant va bénéficier des mêmes avantages, mais aura des indicateurs sur lesquels il ne sera pas audité, notamment les indicateurs sur la publication de l'offre, de son offre de formation, parce qu'il n'aura pas, on considère qu'il ne cherche pas des clients puisqu'il travaille en sous-traitance, donc il a à satisfaire ces indicateurs. Alors, une autre question posée par Cécile sur le budget, 523 €, est-ce que cela couvre les audits de surveillance et de renouvellement? Complètement, c'est vraiment le point à comprendre, c'est-à-dire que c'est une annualisation du coût, on le forfaitise annuellement, et donc de ce fait, vous avez, comment dire, il y a une première facture au bout d'un an qui arrive, mais après, c'est un avantage parce que vous ne payez que 523 € par an au lieu de payer tous les 18 mois. Vous allez payer 700 et puis 1100. Là, c'est tout le temps 723. Donc là, c'est très pratique pour, je dirais, mettre en cohérence avec votre exploitation les coûts d'audit. C'est une charge annuelle. Et d'autre part, lisser votre trésorerie parce que vous savez quand les 523 € vont passer. Une dernière question de Isabelle sur le coût, à laquelle je vais répondre. Est-ce que le montant des frais pour être référencé Calliope est le même si l'entreprise a un très petit niveau d'activité de formation? Donc, le calcul du budget de Calliope est réalisé sur trois critères. Le premier, ça va être le volume de chiffre d'affaires en formation. Le deuxième, ça va être le nombre de sites que vous souhaitez intégrer au périmètre de certification. Et l'autre point, c'est le nombre de catégories que vous allez intégrer. Donc, si vous avez un petit niveau d'activité, ce sera surtout le chiffre d'affaires qui va compter. Donc là, si votre chiffre d'affaires est petit, comme vous le dites, ce sera le premier palier. Mais le niveau, la durée la plus courte de l'audit, c'est une journée. Donc, ce sera le tarif appliqué qui sera à l'écran. Oui, et comme l'utilité de Calliope ne se mesure pas qu'à l'aune des financements publics obtenus dans l'année. Ça se mesure aussi aux clients avec lesquels vous travaillez sans passer par les financements publics qui travaillent avec vous parce que vous avez Calliope. On va passer à la conclusion de ce webinaire. Donc, les 3 points à retenir, François, qu'on a pu détailler tout au long de cette heure qu'on a passée ensemble. Quel est l'essentiel à retenir sur la sous-traitance? Alors, je dirais le donneur d'ordre, la responsabilité du donneur d'ordre. Ça, c'est un point qui n'est pas acquis aujourd'hui et il faut être bien conscient que le donneur d'ordre est responsable et que sous-traiter, ça présente des risques. Ensuite, le fait que c'est
encore une fois, le donneur d'ordre qui est impacté qui est responsable du fait que le sous-traitant est Calliope. Pour terminer, il y a aujourd'hui, il y a deux manières de se lancer dans la formation aujourd'hui et on voit très bien. Vous avez des professionnels qui vont par opportunité et qui veulent s'engager le moins possible. Et donc, tout est fait à l'économie. On ne prend pas Calliope, on ne prend pas le NDA, on prend ce qui vient. Et ça facilite aujourd'hui ça vient à la rencontre. C'est organisé politiquement d'abord parce que le premier, les premiers, tout le monde veut que, enfin, le monde de la formation, il fonctionne comme ça depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'on a ouvert les fenêtres et qu'on veut avoir le plus de professionnels possible dans la formation. Alors, pour quelle raison, c'est un long débat, mais tout est fait pour que vous puissiez, je dirais, vous organiser et devenir organisme de formation. Tout est fait pour ça. C'est la profession, le métier le plus ouvert qui existe en France, c'est formateur. Parce que vous avez d'une part des financements publics et d'autre part une démarche très simple de référencement et de certification qualité, qui génère un nombre de nouvelles entrants qui est colossal. C'est-à-dire que on a connu avec Jacques un monde de la formation professionnelle où il y avait 30 000 organismes de formation. Aujourd'hui, on est à 150 000. Donc, vous voyez, les fenêtres sont grandes ouvertes et arrivent dans ce monde de la formation, arrivent ces professionnels. Il y en a ceux qui viennent et qui veulent investir le moins possible et qui veulent avoir tout de suite un retour et qui vont s'engager pour quelques mois et qui vont être très réticents à s'engager durablement dans la formation. Et à cela, Calliope va leur poser un problème parce que ça demande une vision, un engagement. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez des professionnels qui veulent s'engager durablement dans la formation. C'est-à-dire que leur vocation est de faire de la formation leur métier, d'en vivre et d'en vivre longtemps. Et donc à cela, il n'y a rien de mieux que de faire en sorte que les sous-traitants qui vont les accompagner tout au long de leur carrière ou de leur aventure entrepreneuriale d'organisme de formation aient Calliope. Parce que c'est Calliope, si votre sous-traitant il a Calliope, tout est réglé, il maîtrise. Donc c'est quand même plus facile de demander à un sous-traitant de respecter des exigences pour lesquelles il est certifié. Ça tombe sous le sens. Alors, ce n'est pas forcément comme ça que le monde de la formation est organisé aujourd'hui, du fait que certains veulent s'engager le moins possible. Et donc, c'était au donneur d'ordre de s'engager. Voilà. Donc là, vous voyez, si vous souhaitez vous engager durablement dans la formation, la voie, c'est d'avoir Calliope et d'engager vos sous-traitants dans Calliope. Jacques, un complément sur la conclusion ? François a tout dit. Pour rebondir, j'en profite d'ailleurs que si vous cherchez un prétexte pour prendre contact avec vos sous-traitants très prochainement, il faut qu'ils fassent leur BPF avant la fin du mois. Donc, comme en général, on s'y prend tous le 26, c'est le moment de leur rappeler de le faire. Et oui, je vais tout à fait dans le sens de… On voit bien l'effet de la certification Calliope sur des nouveaux entrants, enfin, je veux dire des formateurs ou des gens qui se lancent dans le milieu de la formation. Ça peut être des financiers avec des bacs plus 7, hein, ce n'est pas la question, mais c'est vrai que c'est aussi un métier qui permet à des gens sans qualification tellement reconnus d'avoir un métier. Et eux, ils ne connaissent rien à la formation, au jargon, à tous ces enchaînements juridiques et réglementaires. Calliope, c'est vraiment le guide pratique pour rentrer dans le métier, je trouve, aujourd'hui, en plus du NDA, puisque c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui pour l'avoir. Mais Calliope, c'est vraiment pour quelqu'un qui, quel que soit son niveau, ne connaît pas bien le milieu de la formation et veut s'y épanouir, parce qu'il y a des choses formidables à y faire, Calliope est indispensable. Merci Jacques pour ce complément. On va passer à la dernière partie, donc questions-réponses. Vous avez à votre disposition notre équipe d'assistants à la certification qui est à votre écoute. Donc Ania, Christophe et Maria, joignables au 01 82 83 56 40. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec l'un d'entre eux avec le lien qui vient de vous être partagé. Et on va prendre quelques questions avant la fin. François, est-ce que tu as un impératif Non, pas du tout. Non, en fait, pourtant j'ai l'air pressé, non, mais j'étais préoccupé parce que je voyais le temps qui défilait. Parce que la seule information que j'ai, en fait, c'est le temps.
ne vois Oui. pas les questions et je me dis, alors c'est moins intéressant si c'est trop long. Voilà. En tout cas, il nous reste 20 minutes sur le temps qui était dédié initialement. Je vois qu'il y a de nombreuses questions, des cas spécifiques. Je vais aller jusqu'à la dernière slide avant de vous les proposer. Donc, les coordonnées continuent de s'afficher à l'écran si vous souhaitez joindre Ania à la suite de l'événement. Je vais prendre la question de Gaël qui vient qui a été posée il y a déjà 20 minutes. Gaël demande comment procéder quand on est sous-traitant et que l'on souhaite soi-même obtenir la certification Calliope. Que peut-on présenter comme liste de dossiers à sonder lors de l'audit puisqu'on n'a pas encore nos propres clients et est-on considéré en tant que nouvel entrant? Donc, plusieurs questions dans ce lot. Que peux-tu répondre, François? Alors, oui, vous pouvez le faire. Il y a un grand nombre de sous-traitants le font, hein, puisque je vais vous donner la maxime, une des maximes la plus constructive qui soit quand on est sous-traitant. La sous-traitance en formation mène à tout, à condition d'en sortir. Voilà. Donc, le fait d'avoir Calliope, effectivement, ça vous permet de vous positionner pour pouvoir après aller trouver vos clients en direct, tout en continuant à faire de la sous-traitance intéressante. Voilà. Alors, sur la notion de l'action de formation que vous devez présenter à l'audit, vous avez deux possibilités. Soit vous allez utiliser une action que vous avez réalisée en sous-traitance, donc une action avec les documents de votre donneur d'ordre. Donc là, il faut déclarer « je passe l'audit en tant que sous-traitant ». Soit vous allez utiliser une action, je dirais, qui n'a pas besoin d'être facturée, mais une action que vous allez organiser, une demi-journée pour je sais pas, un de vos clients que vous faites gratuitement, mais où vous allez démontrer que les indicateurs tournent, c'est-à-dire vous faites remplir la feuille d'évaluation, les différents documents. Ça vous permet de démontrer que vous êtes en capacité de faire fonctionner avec succès votre dispositif. Une question de Florence. Les conditions de sous-traitance sont-elles les mêmes entre le CPF et les OPCO? Alors, je vais laisser Jacques répondre. Oui. Alors, je te remercie. Ça fait plaisir. Ouais, j'adore. En tout cas, blague à part, ce qui définit la sous-traitance, c'est le code du commerce et le code civil, pas le code du travail. Et donc, la sous-traitance, c'est quand j'ai une mission et j'en confie une partie à quelqu'un d'autre. Voilà, quelle que soit l'étape de la réalisation de la mission. Premièrement, faire d'autres pour répondre à cette question. Ce qu'on peut dire, je pense, en termes de conditions, c'est qu'aujourd'hui, il y a un arrêté qui concerne les financements CPF, mais il n'y a pas d'arrêté qui concerne les financements OPCO, en sous-traitance en tout cas. Oui, dans le code du travail, oui. Il y a 3 niveaux. Dans le code du travail, il y a l'obligation du NDA. Et ça, mais les OPCO s'en soucient pas tellement, en fait, ce n'est pas leur affaire. C'est plutôt l'affaire des DRETS et des DRIETS. Et ensuite, il y a les obligations spécifiques au référencement sur REDOF. Donc, il y a 3 niveaux. Effectivement, il y a le code de commerce, le code civil, le code du travail pour le NDA et les arrêtés relatifs à la sous-traitance, l'arrêté relatif à la sous-traitance sur les actions financées par le CPF. En ce qui concerne, pour donner un exemple, enfin c'est un peu auto-centré comme exemple, mais bon, même si Lucide Conseil et Formation fait 95% de son chiffre d'affaires en conseil aujourd'hui, tous les partenaires de Lucide sont certifiés Calliope, par exemple. Alors nous, on fait un tout petit chiffre d'affaires, on compte pour rien, mais on n'est peut-être pas les seuls à faire ça. Voilà. Et il y a sur certains financements d'OPCO, avoir Calliope, c'est mieux pour passer la barre. Voilà. Tout ça sont des arguments, tout converge pour dire que qu'il y a une obligation, c'est-à-dire qu'on peut vouloir chercher systématiquement à connaître la frontière de la loi pour voir jusqu'où on peut aller. Et puis, on peut se dire, je vais développer mon activité sereinement
puisqu'il y a une offre sérénité, je fais de la pub en direct à mes amis. En tout cas, je peux vouloir travailler sereinement, puisqu'on n'arrête pas de dire ça, hein, les contraintes administratives, elles nous empêchent de nous consacrer à notre art de former, etc. Ben, on vous prend au pied de la lettre et au pied du mur, et on vous met au pied du mur en disant, ben, en fait, la sérénité, c'est d'être conforme à la réglementation, parce qu'elle a du sens. Hein, on peut sinon, il faut peut-être résister, mais elle a du sens. Et puis, comme je suis serein, ben, je m'occupe de développer. Calliope, c'est idéal pour tout ça. Oui, ça me rappelle la position de Thierry Teboul, qui est le directeur général de l'AFDAS, donc le pro des professionnels du spectacle. Et il dit qu'en fait, il y a une demande de reconnaissance sociale de la qualité de la formation. C'est-à-dire, il y a une demande sociale de qualité de formation qui est, de mon point de vue, alors après, c'est moi, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que beaucoup de professionnels, des centaines de milliers de professionnels ont obtenu un NDA sans jamais demander de financement, tout simplement parce que ce NDA, jusqu'à 2019, permettait une forme de reconnaissance. Et c'est interdit d'utiliser le NDA comme signe de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on l'entend encore, hein, mais nous, on disait, voilà, je suis agréé par l'État. Agréé par l'État. Je suis centre de formation, je suis formateur agréé ou centre de formation agréé. Donc, et c'était puni, et c'est toujours puni d'ailleurs, si vous dites ça, d'une amende de 4 500 € si vous le faites. Et Calliope, de mon point de vue, remplace aujourd'hui le numéro de déclaration d'activité et répond à cette demande sociale de qualité de la formation en donnant de la crédibilité. Parce que c'est une norme, enfin un référentiel très connu, hein, Calliope, c'est très connu. Et donc, ça donne de la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de NDA, mais il va y avoir de plus en plus de certificats Calliope. Et que ce ne sera pas forcément lié à l'obtention concrète de financement, parce que beaucoup, en fait, les financements, ça se demande, mais ça ne s'obtient pas forcément. Et beaucoup d'entreprises, en fait, veulent demander le financement, mais après, ne vont pas faire l'effort de faire les démarches. Et donc là, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de NDA, on n'aura sans doute jamais 150 000 certificats Calliope, mais on en aura certainement plus de 50 000 dans les années à venir. On a laissé de côté une partie de la question de Gaël qui demandait si le formateur sous-traitant est reconnu comme nouvel entrant. Alors, vous êtes reconnu comme nouvel entrant en fonction du nombre d'années que vous avez d'existence sur la liste publique des organismes de formation. Et donc, vous êtes nouvel entrant pendant 1 an à compter de votre déclaration sur la liste. Donc, tout dépend du nombre d'années que vous avez depuis votre arrivée dans la liste. Je vous invite à vous référer par rapport à ça. C'est-à-dire que si le sous-traitant est nouvellement sous-traitant, il est nouvel entrant, en fait. C'est assez simple. Hein. Oui, et voilà, il faut qu'il ait au moins une action. Un contrat de prestation de sous-traitance, puisqu'il faudra qu'il demande son NDA. Donc, voilà. Alors, question suivante posée par Laurent. Lors de l'audit de surveillance sur une formation réalisée en sous-traitance, doit-on fournir des preuves sur l'audit des besoins de celui-ci si l'action… Alors, je pense que j'ai mal lu la question. Je vais reprendre. Lors de l'audit de surveillance sur une formation réalisée en sous-traitance, doit-on fournir des preuves sur l'audit des besoins si celui-ci est réalisé par le donneur d'ordre? Alors, si c'est vous qui passez l'audit et vous utilisez une action qui a été montée sous l'égide de votre donneur d'ordre, c'est la situation, oui. Hein, ouais. Oui, vous devez avoir les preuves que l'analyse de besoin a été réalisée, même si ce n'est pas par vous. Vous devez avoir les preuves qu'elle a été réalisée en amont par quelqu'un de l'organisme. Et que vous en avez tenu compte. Et que vous en avez tenu compte, bien sûr. Bien sûr. Question suivante.
Question posée par Catherine. Peut-être que Jacques pourra apporter la réponse. En tout cas, je n'ai pas la réponse de tête. Est-il possible de rappeler les indicateurs pour un sous-traitant, s'il vous plaît, du point de vue du référentiel Calliope? Oh la colle. Ouais, c'est une colle, sinon Pas du on tout. a Pas un du tout. article. Je suis prêt, On je a, suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis Ah, prêt. Alors, c'est qui l'expert? Alors bon, en tout cas, les indicateurs qui sont mentionnés dans le guide de lecture comme étant, où on parle, vous savez, tout en bas de chaque page du guide de lecture, quand la sous-traitance est impactée, c'est indiqué. Alors, les indicateurs qui sont impactés, je vous l'ai dit comme ça, le 5, ça fait un peu l'auto, mais bon, oui, le oui. 5, l'indicateur 5, le sous-traitant, il doit démontrer qu'il tient compte des objectifs définis par le donneur d'ordre. L'indicateur 7, si jamais le donneur d'ordre il a une certification au RNCP et que le sous-traitant intervient sur cette action, il doit montrer en quoi il applique les exigences du certificateur. L'indicateur 9 sur l'information des stagiaires en fonction de ce qu'il y a dans le contrat de prestation de service. L'indicateur 13, je ne me rappelle plus tout à fait, mais en tout cas, je suis sûr de l'indicateur. L'indicateur 16, l'indicateur 26 sur le handicap où le sous-traitant il doit démontrer qu'au moins le donneur d'ordre lui a communiqué la liste des partenaires mobilisables pour orienter les personnes en situation de handicap. L'indicateur 28 pour les actions en situation de travail, où en fonction du contrat, le sous-traitant il doit montrer qu'il a bien fait ce qu'avait demandé le donneur d'ordre. J'ai presque fini. Et enfin, l'indicateur 30, où il y a une obligation spécifique pour le sous-traitant qui doit demander l'appréciation des bénéficiaires, s'il est concerné par les bénéficiaires, même si le donneur d'ordre demande aussi cette appréciation, et il doit demander en plus l'appréciation du donneur d'ordre. Voilà. Pour finir, il y a des indicateurs, c'est un peu long, hein, mais les indicateurs, ça vous apprendra, Gaël. Non, mais la démonstration est impressionnante. On va faire un expert. Les indicateurs qui sont strictement du ressort du donneur d'ordre, enfin vous allez voir quand on dit strictement, c'est l'histoire de la responsabilité. Le 1, le 2, le 3, c'est-à-dire là où on dit tu dois afficher ton offre, il y a 10 items dont tu dois fournir les informations détaillées. Le 3 sur les résultats des prestations quand elles sont au CPF, au RNCP. Le 5 sur les objectifs pédagogiques, on a vu que le sous-traitant était concerné, mais le sous-traitant, il doit montrer qu'il applique les objectifs du donneur d'ordre. Donc, il faut que les donneurs d'ordre les aient mis à plat. Et enfin, les indicateurs, j'ai terminé, hein. Les indicateurs 30, 31, 32 sur le critère 7 sur la démarche qualité, puisque c'est ce que j'abordais un peu rapidement tout à l'heure. Le sous-traitant, même s'il est Calliope, quand il est sous-traitant, il applique les procédures du donneur d'ordre. Donc, c'est le donneur d'ordre qui est responsable que ses propres procédures sont bien appliquées par le sous-traitant. Bravo. Et tout ça de tête. Bravo, Jacques. L'IA n'a que bien. Il y en a encore il va falloir qu'il bosse sur l'IA. Une question cette fois-ci sur le contrat. En fait, on ne vous l'a pas dit, mais Jacques est un agent IA. En fait, ce n'est pas moi, c'est un avatar qui parle là. Voilà, c'est un avatar. Oui, c'est Achilles Avatar. Voilà, Achilles Avatar. Une question cette fois sur le contrat de sous-traitance qu'on a pu présenter sur les modalités. Alors, la question vient de me sauter. Alors, Domitil demande finalement qu'est-ce qu'il faut mettre au contrat de sous-traitance. Est-ce qu'il y a des informations précises qui doivent figurer sur ce contrat? Question un peu générale. Je peux le faire, mais je ne vais pas le faire. C'est écrit quelque part. Donc, il y a alors, oui, je pense que là, comment dire, il y a une manière simple de répondre à la question, c'est d'aller trouver, je crois que c'est Centre Info qui a un modèle type de contrat de sous-traitance. Et sur les DRETS aussi. Et sur les DRETS aussi, il y a des modèles types de contrats de sous-traitance. Donc, on peut voilà, par exemple, je pense que sur le site de la DRETS Île-de-France, voilà, il y a des modèles types donc, qui montrent ce doit d'être. Ensuite,
Alors, il y a le contrat qui est obligatoire, c'est le contrat pour les actions qui sont financées par le CPF. Donc, on vous invite Alors, à... est-ce que moi, Oui, je peux vas-y, dire Jacques. en une phrase avec des virgules pour pas repartir dans un grand truc d'expert à la noix, là. Il y a un article, je crois que c'est 6333-6-2, je crois, du Code du travail. Ouais, là, tu vas au minimum, là. Voilà, je suis pas au taquet encore. Dit que le contrat, il doit mentionner, alors deux têtes, les missions exercées au titre de l'intervention. Le slide qu'on présentait tout à l'heure. Oui, c'est la slide tout à l'heure. C'est Eh les ben, six vas-y, si tu modalités. l'as, le contenu, la Je l'ai, sanction. après, je vais devoir remonter. Oui, non, mais on ne va pas le faire, mais ouais. oui, Bon, c'est sur un slide. le contenu détaillé des missions, c'est très important. Hein, ça ne sert à rien de faire signer une charte à un sous-traitant en disant qu'il va respecter le référentiel Calliope. Il faut lui dire ce qui, dans le référentiel Calliope, enfin le référentiel national qualité, concerne la mission qu'on lui confie. Deux, le contenu détaillé, hein, donc si c'est de l'animation, le programme, le déroulé pédagogique, ce qu'on doit remettre comme document. La sanction de la formation, si le sous-traitant il prépare à passer une certification, ben, il faut le mettre dans le contrat, ce n'est pas la même mission. Les moyens, hein, est-ce qu'il y a du matériel, est-ce que c'est en présentiel, en distanciel, les horaires, la durée, etc. Et le suivi qui sera réalisé par le sous-traitant. Par exemple, moi, je vous engage vraiment à dire à vos sous-traitants dans le contrat, voilà les documents que tu dois me remettre comme réception de la prestation. C'est-à-dire la prestation de sous-traitance, elle est terminée. Quand tu m'as envoyé un petit mot sur le déroulement, les feuilles d'émargement, les appréciations des stagiaires. Voilà. Alors, question suivante. Il y a une question sur le volume de chiffre d'affaires qu'on avait présenté en slide 18, posé par Marion. Vous avez parlé d'un seuil de chiffre d'affaires de 77 700 €. De quoi s'agit-il? Donc, c'est le volume de chiffre d'affaires qui a été fixé dans le cadre de l'obligation de certification Calliope de sous-traitant. Si ce seuil-là est dépassé, vous avez l'obligation de l'obtenir lorsque ça concerne un statut micro-entreprise. Et donc, Jacques avait détaillé d'ailleurs sur ce point, si ce volume de chiffre d'affaires est dépassé pour 2 années consécutives, vous aurez pour obligation de changer de statut et donc l'obligation de certification Calliope s'appliquera également. Question, il m'en reste quelques-unes. Une question posée par Catherine. En audit Calliope, pour un donneur d'ordre recourant à un sous-traitant, l'absence de NDA chez ce dernier est-elle susceptible de révéler une non-conformité si le donneur d'ordre ne peut pas démontrer la conformité des exigences applicables à la sous-traitance? Alors, on a déjà répondu. En fait, l'auditeur Calliope, comme il n'est pas agent de police, il n'a pas le mandat pour faire du contrôle réglementaire. Par contre, on lui a demandé, si c'était significatif, de faire un signalement. Mais il n'est pas obligé de le faire. Hein. Mais en tout cas, il ne peut pas mettre une non-conformité pour ça. Mais par contre, il peut vraiment, sur l'indicateur 27, être un petit peu plus pointilleux, quoi, forcément. Je vois une question de Robert. Y a-t-il une moyenne de tarification chez les sous-traitants? Alors, s'il s'agit d'une 5 000, question... 5 000 par jour. Ouais. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de moyenne. Tout va dépendre tout va dépendre du secteur. En de fait, plein de paramètres. il y a le tarif en tant que tel qui va du très très bas dans la grande distribution, 150 € par jour, jusqu'à aujourd'hui, je dirais, grand maximum 600, 650, et qui n'a pas tendance à augmenter depuis 20-25 ans. Et après, il y a surtout, c'est la face cachée de l'iceberg, c'est l'étendue de ce qu'on demande aux sous-traitants de faire. La préparation en amont, la conception des formations, la conception du support, la fourniture du support, et le suivi des stagiaires. En fait, ce qui évolue aussi beaucoup, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on demande, certains organismes de formation demandent aux sous-traitants. Donc, ce qui fait que c'est très. On est passé d'un sous-traitant qui était très bien payé
et qui avait une formation minutée où tout était décrit, à une formation, on donne au sous-traitant un thème et c'est lui qui conçoit le contenu. Et on demande de moins en moins aux sous-traitants de s'adapter à un contenu donné, ce qui était la norme il y a 20 ans, 25 ans. Oui, puis peut-être qu'il y a 20 ans, 25 ans, le gros des troupes de sous-traitants, c'était des animateurs. Il y avait une espèce d'aristocratie avec la convention collective. Maintenant, on a tu commençais animateur. Des consultants formateurs ou des formateurs consultants qui sont plutôt qui vont effectivement avoir, dans le meilleur des cas, une analyse de besoin, comme on disait tout à l'heure, qui n'est pas forcément qui est perfectible parfois, et qui vont devoir, à partir de là, concevoir un support. Alors, comme ils ne sont pas payés pour, ils le font assez rapidement. Oui. Ça va vite. Et, heureusement, ils ne savent pas négocier. Voilà. Heureusement, ils ne savent pas négocier. Il y a aussi le fait, oui, je pense qu'une des caractéristiques, c'est qu'en fait, il y a un paradoxe dans l'information. Il y a à la fois une injonction commerciale, c'est-à-dire qu'il faut faire du commerce, il faut faire du marketing, et une réticence généralisée non seulement à faire du commerce, mais en plus à monter en compétence sur la partie vente. Donc ça fait que, effectivement, voilà, on a du mal à en vivre par moment. Merci François pour cette réponse. On va terminer d'ailleurs sur ces mots. Il est 15h30. Merci à tous les deux d'avoir co-animé avec moi cette présentation. Merci à Jacques de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous pour nous apporter ces lumières, cette fameuse réponse des indicateurs Calliope qui va marquer les instants des webinaires. Merci à toi. Ah oui, ça, on va faire une vidéo. S'en souvenir. Je te laisse ajouter un mot, Jacques, en conclusion, et je laisserai la parole à François. Jacques, d'ailleurs, va nous raconter les 32 indicateurs Calliope. Oui, voilà. Vous êtes prêts? Vous avez une semaine? Voilà. Et ensuite, il attaque le code du travail. Non, mais c'est après tout, tu vois, il y a énormément d'experts et c'est dans ces moments-là où on peut savoir sur quoi l'expert est expert. Tu vois, c'est un peu comme le contrat. C'est ma conclusion. C'est comme le contrat de sous-traitance. Tout à l'heure, je disais, en fait, on s'est habitué à ce qu'un sous-traitant, c'était un animateur. Alors, du coup, un contrat de sous-traitance, c'est payé comme un contrat de sous-traitance en animation. Or, on a dit que la sous-traitance, c'est la partie de la mission qui m'est confiée que je vais déléguer à mon sous-traitant, justement. Donc, dans le contrat de sous-traitance, il peut y avoir plein de trucs. Et comme n'importe quel contrat, on peut détailler un tarif en disant pour l'animation, c'est tant, pour le partenariat qualité, c'est tant. Enfin, tu vois, voilà. Et donc, tout le monde doit s'intéresser à Calliope et de faire de la belle manière, parce que tous mes clients qui se sont lancés là-dedans, et je le dis, j'accompagne plus de clients sur Calliope. Tous mes clients qui se sont lancés sérieusement là-dedans, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires. Voilà. En plus de découvrir la beauté de ce métier. J'ai tout dit. Merci Jacques. Merci. Quelques mots, François? Non, je laisse le mot de la fin à Jacques et je le remercie infiniment. Et je remercie aussi les participants à ce webinaire qui était dynamique. Merci à vous. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt au travers de la certification Calliope et d'autres sujets. Peut-être un prochain webinaire. Au revoir.